En 2022, un satellite espion chinois a dérivé au-dessus du désert du Nevada et a repéré quelque chose qui n'était pas censé exister. Quelque chose d'énorme. Quelque chose que l'US Air Force n'a jamais officiellement admis avoir construit. Le Pentagone n'a rien dit. Ce qui, si vous connaissez le Pentagone, signifie qu'ils avaient beaucoup à dire. Cette histoire commence au milieu de nulle part. Plus précisément, dans l'immense zone d'essai et d'entraînement du Nevada, le NTTR. Une étendue de désert à accès restreint d'une taille équivalente à celle de la Suisse. C'est là que les armes les plus secrètes de l'Amérique sont conçues, testées, puis oubliées si elles ne fonctionnent pas. Ce n'est pas vraiment une base militaire, c'est plutôt un secret industriel. Les déserts de Mojave et du Grand Bassin étaient déjà très efficaces pour garder les choses secrètes. Le gouvernement américain n'a fait qu'officialiser cela. Alors, qu'ont exactement capturé les satellites ? La Chine a-t-elle découvert des preuves de la prochaine arme révolutionnaire de l'Amérique ? Ou si ce n'est rien de plus qu'un simple entrepôt, pourquoi est-il plus grand que tout ce que l'armée de l'air a jamais reconnu comme existant ? Je suis parti à la recherche de réponses. En février 2023, un ballon espion chinois a dérivé au-dessus des États-Unis. Il a dessiné un motif en forme de 8 au-dessus du Montana. Il est resté stationnaire au-dessus des silos Minuteman III, à la base aérienne de Malmstrom, transmettant des signaux en temps réel à Pékin. Il a dérivé au-dessus du site, avant qu'un F-22 ne le descende finalement au large des côtes de la Caroline du Sud. Officiellement, les responsables ont affirmé que la valeur du renseignement était limitée. Sauf que ce n'était pas le cas. Lorsque des évaluations internes ont été révélées plus tard, elles ont dressé un tableau bien moins rassurant. Selon ces rapports, le ballon avait réussi à recueillir des renseignements en passant au-dessus de la zone. En d'autres termes, il semble avoir accompli exactement ce pourquoi il avait été envoyé. Les satellites chinois passent au-dessus du Nevada la plupart des jours de la semaine. Les satellites russes suivent leur propre calendrier. Et si vous voulez regarder par vous-même, des sociétés privées d'imagerie vous vendront volontiers des photos haute résolution de Groom Lake pour quelques centaines de dollars. Et les analystes qui étudient ces images arrivent toujours à la même conclusion. Quelque chose d'inhabituel est en train d'être construit à l'intérieur du NTTR. Les indices sont visibles pour quiconque veut bien regarder. Mais l'armée de l'air refuse toujours de reconnaître son existence. Début 2022, l'un de ces satellites privés a surpris la base entre deux passages programmés. L'image montrait un avion en forme de delta posé sur une voie de circulation, bien en vue. Une tente de protection avait été jetée sur une partie de l'appareil, mais la structure restait suffisamment exposée pour qu'on puisse distinguer sa silhouette en dessous. La forme était sans équivoque, sans empennage, avec des extrémités d'ailes incurvées, ne correspondant à aucun avion que l'US Air Force ait jamais reconnu publiquement. Aucune explication officielle n'a suivi. Le Pentagone n'a pas commenté. Ni Northrop Grumman, ni Lockheed Martin, ni Boeing. D'autres images montraient un hangar d'environ 65 mètres de large. L'armée de l'air ne construit pas de bâtiments de cette taille pour du simple stockage. Des bâtiments de cette taille sont construits autour de quelque chose de spécifique. Quelque chose qui, du moins pour l'instant, n'est pas censé exister. Et les Chinois savaient exactement où regarder. Le territoire qui cache tout cela s'étend bien au-delà d'une seule base. Des pentes orientales de la Sierra Nevada jusqu'à la frontière ouest du Nouveau-Mexique, il couvre une vaste étendue continue d'espaces restreints. Le désert de Mojave du côté californien, le Grand Bassin qui s'étend à travers le Nevada et jusque dans l'Utah. Sur un atlas routier, cela ressemble à un désert vide. Sur une carte classifiée, cela ressemble à l'un des biens immobiliers les plus précieux que le gouvernement américain ait jamais contrôlé. Ce que j'ai découvert va redéfinir les 50 prochaines années du rapport de force mondiale. La zone restreinte au-dessus du site d'essai et d'entraînement du Nevada couvre plus de 12 000 milles carrés. Encore 7 000 milles carrés d'espace aérien militaire partagé l'entoure. Ensemble, cela représente une superficie plus grande que la Suisse. Aucun vol commercial ne la traverse. Le département de la Défense maintient cet espace aérien fermé depuis le 29 octobre 1940. En 86 ans de contrôle ininterrompu, les lignes sur la carte n'ont évolué que dans un seul sens, vers l'extérieur. Le champ de tir de missiles de White Sands, dans le sud du Nouveau-Mexique, couvre 3200 miles carrés, au sol. Si l'on ajoute tout l'espace aérien restreint, il s'étend à près de 7600 miles carrés, allant du désert jusqu'aux confins de l'espace. C'est le plus grand espace aérien restreint du département de la Défense dans le pays. À quelques heures à l'ouest se trouve la base aéronavale d'armement de China Lake, avec 1,1 million d'acres répartis dans l'ouest du désert de Mojave. Cela représente 85% de toutes les terres que la marine américaine utilise pour tester de nouvelles armes. Additionnez ces 3 sites, puis ajoutez les dizaines de petits champs de tir disséminés dans la région. Ce qui en ressort, ce n'est pas une collection de bases, mais une zone interdite continue s'étendant sur 3 États. C'est le plus grand terrain d'essai militaire concentré de l'histoire de l'humanité.
Les États-Unis contrôlent plus d'espace aérien restreint au-dessus de leur propre territoire que presque n'importe quel autre pays sur Terre. Seule la Chine en possède davantage. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. C'est le résultat d'un projet de 80 ans qui s'est étendu sur 14 administrations, 6 grandes guerres et 2 réécritures complètes de la façon dont l'Amérique conçoit la guerre. À travers tout cela, la direction n'a jamais vraiment changé. La carte n'a cessé de s'étendre. Le terrain le plus précieux de la machine de guerre américaine ne se trouve pas en Virginie du Nord, ni dans les centres d'ingénierie du sud de la Californie, ni même à l'intérieur du Pentagone. Il s'agit d'une bande de lits de lacs asséchés, de plaines salées et de bassins rocheux. La Chine ne peut pas reproduire cela dans le Gobi, la Russie ne peut pas le faire en Sibérie, et l'Arabie Saoudite ne peut pas le faire dans le Rub al-Khali. La terre ne manque pas de terre vide. Certaines sont même plus grandes que le sud-ouest américain en superficie. Mais aucun de ces endroits n'a construit ce que le sud-ouest américain a construit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'espace. Tout repose sur 4 conditions, qui doivent toutes exister en même temps. La première, c'est l'air lui-même. Le grand bassin se situe entre 1200 et 1800 mètres, au-dessus du niveau de la mer. L'atmosphère ici est raréfiée, stable et prévisible, d'une manière que les altitudes plus basses ne permettent pas. Les relevés radars sont plus nets, les capteurs restent calibrés plus longtemps, et les missiles volent avec moins de perturbations extérieures. Même les petites variables qui fausseraient les données ailleurs sont réduites ici. Les essais en vol menés au-dessus du Groom Lake produisent des données plus nettes et plus fiables que ce que peuvent offrir les champs d'essais côtiers, même lors de leurs meilleurs jours. Et puis, il y a le ciel. Le Mojave et le Grand Bassin réunis comptent plus de 300 jours sans nuages par an. Suivre un véhicule au-delà de Mach 1 nécessite une ligne de vue ininterrompue sur des centaines de kilomètres. Un seul banc de nuages peut ruiner un essai qui a pris 18 mois à préparer. Sous tout cela se trouve le sol. Les lits de lacs asséchés sont parmi les surfaces naturelles les plus plates de la planète. Groom Lake, le Rogers Dry Lake à Edwards, les Gypsum Flats à White Sands, Yucca Dry Lake à l'intérieur du NTTR. Ils n'ont pas besoin de préparation ni de construction pour servir de piste d'atterrissage. Un nouvel avion peut atterrir directement sur le lit du lac, à nu, toucher le sol et s'arrêter simplement sur de la terre compactée. La dernière condition est celle que la plupart des planificateurs étrangers sous-estiment, la proximité. Air Force Plant 42, à Palmdale, se trouve à environ 1 heure de route en camion d'Edwards. D'autres installations sont suffisamment proches pour que les ingénieurs puissent quitter une salle de conception le matin et voir du matériel testé dans le désert l'après-midi. Même les grands centres aérospatiaux situés sur la côte, comme Lockheed Martin et Raytheon, sont accessibles en une demi-journée. Ainsi, le sud-ouest américain ne se contente pas d'offrir des terres vides. Il offre le bon type de terre vide. Tout est aligné de la bonne manière, à côté de la bonne industrie, sous le bon ciel. Cette combinaison n'est pas le fruit du hasard. C'est la base d'un système vieux de 80 ans, construit couche par couche. Et avec le temps, ce système a transformé la guerre. Plus d'une fois, il a contribué à changer complètement les règles. Le champ d'essai de White Sands couvre plus de superficie que le Rhode Island et le Delaware réunis. Placez 9 des plus grandes bases militaires à l'intérieur de ces clôtures, et il vous restera encore de la place. L'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, la NASA et environ 200 sous-traitants privés sont tous basés ici. Et ils viennent ici pour une seule chose, pour tester des choses qui ne peuvent tout simplement pas être testées ailleurs. Tous les programmes hypersoniques américains actuellement en développement sont évalués ici. Il n'y a nulle part ailleurs dans le pays où l'on trouve cette combinaison d'espace aérien ouvert et de zones contrôlées. Il n'est tout simplement pas possible de faire voler un engin à Mach 8 ailleurs aux États-Unis. À l'intérieur du complexe de White Sands se trouve le centre d'essai des systèmes laser à haute énergie. Il est enfui dans un bunker renforcé, conçu pour résister à des conditions proches d'une frappe nucléaire. Il abrite certains des systèmes d'énergie dirigés les plus avancés du département de la Défense, y compris le système de défense laser multicouche de la marine. Avant de poursuivre notre voyage du jour sur la carte, je voudrais remercier le sponsor du jour, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Avant d'aller plus loin, clarifions 2 idées reçues sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et non destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts,
des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 euros et optez pour une gestion entièrement automatisée, ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos et faites fructifier votre argent. En 2022, il a réussi à neutraliser un drone simulant un missile de croisière subsonique. Si l'ère des armes laser américaines a un lieu de naissance, c'est bien ce coin de terre du Nouveau-Mexique. À quelques centaines de kilomètres à l'ouest se trouve la Naval Air Weapon Station, China Lake. C'est ici que les ingénieurs de la marine ont construit le premier AIM-9 Sidewinder, en 1950. Un modèle qui est devenu le missile standard des chasseurs de l'OTAN pendant des décennies. Environ 85% de toutes les armes lancées depuis les airs actuellement utilisées par la marine américaine ont été construites ou testées à China Lake, y compris les travaux sur le missile de croisière Tomahawk. China Lake effectue désormais des essais d'énergie dirigée et des tests de composants hypersoniques. Elle développe la prochaine génération de missiles air-air, ceux qui doivent surpasser les capteurs des chasseurs chinois. De nouveaux programmes remplacent les anciens dès que ces derniers quittent l'usine. Le NTTR est le cœur de tout cela. À l'intérieur de l'enceinte se trouvent des modèles de systèmes de défense aérienne soviétiques, russes, chinois et iraniens. Les émetteurs de menaces produisent des signatures électroniques qui correspondent étroitement à celles de véritables sites de missiles sol-air. Les pilotes qui participent aux exercices Red Flag s'entraînent contre des défenses aériennes qui se comportent comme celles qu'ils affronteraient au-dessus de Pékin, Moscou ou Téhéran. L'entraînement est si réaliste que les forces aériennes alliées envoient leurs meilleurs avions pour participer aux mêmes exercices. La Grande-Bretagne, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon. Il n'existe aucun équivalent ailleurs en dehors du territoire américain. Le champ de tir lui-même a été continuellement modernisé pendant 80 ans. Les anciens systèmes radars de l'époque Truman ont été remplacés sans jamais interrompre les opérations. Le réseau n'a jamais été mis hors ligne. Des décennies de tests ininterrompus ont créé le plus grand stock de données de vol sur Terre. Cette archive est devenue une forme d'avantage en soi, car aucune puissance étrangère ne peut la reproduire sans recommencer les mêmes. 80 années d'expérience depuis le début. Depuis le début des années 1990, la Chine a investi environ 1,5 billion de dollars dans la modernisation militaire. L'armée de l'air de l'armée populaire de libération dispose désormais de plus de chasseurs avancés que l'US Air Force en nombre brut, selon la façon dont on compte la flotte de J-10. Quoi qu'il en soit, la puissance aérienne de la Chine rattrape rapidement son retard. L'équivalent le plus proche de la Chine est Zhukov, dans le désert de Gobi. Et la comparaison rend l'avantage américain plus évident que n'importe quelle statistique ne pourra le faire. Il n'y a pas de zone d'essai en conditions réelles, et aucun grand centre de fabrication aérospatiale dans un rayon de 1000 km. Les fusées sont limitées à des trajectoires orbitales étroites. Il n'y a pas de couloir intégré pour les essais d'armes, pas d'équivalent de Red Flag, pas d'équivalent des liaisons classifiées reliant Edwards, Groom Lake, White Sands et China Lake. En 2018. Les responsables américains estimaient que la Chine avait effectué environ 20 fois plus d'essais en vol hypersonique que les États-Unis sur la même période. C'est la preuve que le programme avance rapidement. Mais il y a un problème. Le réseau de tests chinois est dispersé dans tout le pays. Les chaînes d'approvisionnement sont fragmentées. Dans le sud-ouest américain, tout se fait dans une seule zone interconnectée. Cela fait une énorme différence. Mais le problème de Pékin, c'est le temps. Les réseaux radars de White Sands ont été perfectionnés depuis 1945. Lorsque les premières pièces de fusées allemandes V2 capturées sont arrivées, les dossiers de données de vol remontaient au programme d'essai de l'époque Eisenhower. Des liaisons classifiées relient Edwards, Groom Lake, Tonopah, White Sands et China Lake, dans un système construit au fil des générations d'ingénieurs. Même les règles empêchant les avions civils d'entrer dans les couloirs restreints ont été écrites en 1940, et n'ont jamais cessé d'être appliquées. La Chine a commencé à construire sa propre version au début des années 1990. Elle avance plus vite en matière de construction. Les pistes peuvent être construites en quelques mois, et les sites radars en moins d'1 an. Mais la rapidité ne peut pas remplacer l'apprentissage par essai et erreur. Certains atouts ne dépendent pas seulement de l'argent. Pour voir comment cet écart se manifeste dans la réalité, il suffit de regarder le Chengdu J-20. Il a effectué son premier vol en janvier 2011, et en quelques jours, des photos circulaient déjà en ligne. En moins d'une semaine, le Pentagone avait déjà vu des images claires de l'appareil, avant même qu'il n'ait terminé son premier cycle de vol. Comparez cela au F-117. Les États-Unis l'ont gardé complètement secret pendant 7 ans, avant même d'admettre son existence.
Ce niveau de dissimulation est beaucoup plus difficile à atteindre pour la Chine. Ses sites d'essai sont plus proches des routes civiles et son infrastructure est plus exposée. Donc oui, l'écart se réduit. Tout analyste sérieux vous le dira, mais il n'est pas encore comblé. Et l'avantage dont disposent encore les États-Unis se concentre de plus en plus sur des programmes qui n'existent pas du tout aux yeux du public, et Groom Lake en est la preuve. La zone restreinte, R 4808N, entoure la base depuis des décennies. Les documents de la FAA décrivent son objectif comme étant les essais et l'entraînement. En août 2014, un nouveau hangar a commencé à être construit à l'extrémité sud de la voie de circulation de Groom Lake. Les analystes civils ont utilisé des images satellites montrant une emprise d'environ 65 mètres sur 65 mètres. Peu de temps après, l'historien de l'aviation Peter Mernin a repéré un autre bâtiment qui a été construit. Il était bien plus grand que tout ce qui avait été construit auparavant sur la base. À peu près à la même période, l'US Air Force a commencé à sécuriser les terrains environnants. En octobre 2015, après des années de négociations infructueuses, l'US Air Force a saisi Groom Mine. C'était la dernière propriété privée offrant une vue dégagée sur la base. La famille qui possédait la concession depuis des générations a été expulsée lorsque les négociations ont échoué. Quelques années plus tard, début 2018, l'US Air Force a adressé une requête au Congrès. Elle a demandé à retirer 300 000 acres du Desert National Wildlife Refuge pour agrandir le NTTR. Les défenseurs de l'environnement et les groupes autochtones se sont opposés, et le projet a finalement échoué. La base a continué de s'étendre malgré tout. Entre 2018 et 2020, de nouvelles extensions de toit ont été ajoutées à divers hangars. Vues d'en haut, elles semblent banales. En pratique, elles permettent aux avions de démarrer, de rouler, et de décoller sans jamais être exposés à la surveillance aérienne. L'armée de l'air programme déjà de nombreux déplacements au sol, en fonction des passages de satellites. Ces structures rendent cela inutile. Puis vint l'image qui attira l'attention de tout le monde. Début 2022, un satellite de Planet Labs a capturé un mystérieux avion en forme de delta, bien visible sur une voie de circulation. Comme l'a dit l'analyste Tyler Ragoway, il ne ressemblait à rien de ce qui avait été vu auparavant à Groom Lake. D'ici 2025, les observateurs avaient trouvé d'autres indices. Un autre indice est venu de l'un des avions les plus inhabituels de l'armée de l'air, un Boeing 737, fortement modifié, connu sous l'indicatif RAT-55. Son rôle est de voler aux côtés d'appareils secrets et de mesurer leur visibilité au radar sous tous les angles. À plusieurs reprises, les observateurs ont repéré RAT-55 opérant au-dessus du Mojave, souvent selon des schémas associés à des tests de furtivité. RAT-55 ne vole que lorsqu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être mesuré, et sa présence continue suggère que quelque chose de nouveau se passait là-bas. L'armée de l'air n'a rien dit, ni le Pentagone, ni aucun des grands groupes de défense. De nouvelles images satellites, en mars 2026, ont révélé autre chose. Un nouveau hangar sur le lit asséché du lac Papoose. Jusqu'alors, les observateurs pensaient que Papoose était une zone de test de capteurs, ou une piste d'atterrissage de secours. La présence d'un hangar de taille réelle là-bas suggère autre chose. L'US Air Force répartit ses programmes secrets sur plusieurs sites. Même les employés habilités sur un site ne savent plus ce qui se passe sur le site voisin. Comparez cela au développement du B-21, Raider. Le B-21 a suivi une voie très différente. Attribué à Northrop Grumman en 2015, il a été développé en grande partie, au grand jour, dévoilé lors d'une cérémonie télévisée, en 2022, et a volé pour la première fois en 2023. Avant de commencer les essais en vol à Edwards, l'US Air Force n'a jamais essayé de cacher l'existence de cet avion. Et c'était un choix délibéré. À un certain moment, les responsables ont décidé que le fait que le bombardier existe était moins important que les capacités cachées à l'intérieur. Cela en dit long sur ce qui se passe dans l'enceinte de Groom Lake. Parce que si le B-21 pouvait être révélé sans danger, imaginez ce qui n'était pas. Tout ce qui nécessite encore le secret total de Groom Lake a été jugé bien plus sensible que le tout nouveau bombardier américain. D'après ce qui a fuité, la prochaine génération de la puissance aérienne américaine s'articule autour de 3 éléments. Un chasseur de 6ème génération, dans le cadre du programme Next Generation Air Dominance, une flotte déliée sans pilote, appelée avion de combat collaboratif, et une 3ème capacité, dont l'US Air Force refuse toujours de parler ouvertement. Les 2 premières ont des noms connus du public, mais la 3ème n'en a pas. Tous les concurrents de niveau équivalent, auxquels les États-Unis sont confrontés, développent des armes de frappe hypersoniques, des missiles qui voyagent à Mach 5 ou plus, à des altitudes où tous les intercepteurs américains actuels sont hors de portée, avant même de pouvoir réduire la distance. Le Pentagone l'a reconnu publiquement. C'est une faille dans toute l'architecture défensive. Le budget classifié de l'US Air Force contient depuis plusieurs années une ligne non identifiée.
Les analystes qui suivent ces choses de manière professionnelle ne peuvent l'associer à aucun programme connu. Cela ne correspond pas aux chasseurs de 6e génération. Cela ne correspond pas aux avions de combat collaboratifs. Cela ne correspond à aucun programme d'énergie dirigé actuellement reconnu. Et puis il y a RAT-55. L'avion de mesure furtif a été aperçu dans des profils de vol que les analystes décrivent comme incompatibles avec les essais d'un avion conventionnel. Quelque chose est mesuré dans ce désert. Quelque chose qui n'a pas de nom. Et l'armée de l'air ne va pas en fournir un. Pendant ce temps, la composante drone prend déjà forme. En 2024, l'armée de l'air a sélectionné General Atomics et Anduril pour construire la première vague d'aéronefs de combat collaboratifs, avec des essais en vol en cours, à l'intérieur du complexe du Nevada. L'objectif est d'en avoir au moins un millier. Ils sont conçus pour voler devant les chasseurs pilotés, transportant des capteurs, des armes ou du matériel de guerre électronique. Si des missiles ennemis sont tirés, les drones sont les premiers à être touchés. Le pilote survit et la mission continue. Et puis il y a le troisième élément, celle que personne n'est prêt à nommer. La raison qui pourrait expliquer pourquoi Groom Lake continue de s'agrandir. Ce n'est pas la première fois que le désert cache une arme qui a changé l'histoire. En avril 1955, la CIA a choisi Groom Lake pour un tout nouvel avion espion. Le comité de sélection a survolé le lit du lac asséché, a jeté un coup d'œil et a choisi l'endroit immédiatement. Le lit du lac plat, l'espace aérien fermé du Nevada, l'éloignement de toute ville. Aucun autre site dans le pays n'offrait rien de comparable. Le U-2 a été conçu au Skunk Works, à Burbank, environ 8 mois. En août de cette année-là, le premier prototype est né, survolant le lit asséché du lac. Le 4 juillet 1956. Le U-2 survolait le territoire soviétique à 70 000 pieds. C'était au-dessus du plafond de tous les chasseurs soviétiques et hors de portée de tous les missiles soviétiques alors en service. C'est le modèle que le désert suit depuis. Construisez-le en secret, faites-le voler en secret, et utilisez-le avant que l'autre camp ne sache qu'il existe vraiment. Le U-2 a finalement été abattu au-dessus de Sverdlovsk le 1er mai 1960. Les soviétiques ont exhibé l'épave et le pilote capturé devant les caméras. Et tout d'un coup, le secret du programme avait pris fin. Mais à ce moment-là, les États-Unis avaient déjà bénéficié de 4 années de déploiement et de vols de reconnaissance au-dessus des bases soviétiques. Les photographies rapportées par le U-2 ont changé ce que les planificateurs américains savaient des capacités soviétiques. La crise des missiles de Cuba a eu lieu en 1962. Les images prises par le U-2 ont révélé exactement où se trouvaient les missiles soviétiques et comment ils étaient installés. Les renseignements recueillis par l'appareil ont rentabilisé le programme 1000 fois. Et ce n'était que le début. Le prochain avion sorti de ce désert ne s'est pas contenté de survoler le territoire soviétique. Il les a défiés de réagir. Le SR-71 Blackbird a volé pour la première fois en 1964. Il volait à une vitesse d'environ 3540 km/h, à des altitudes supérieures à 26 000 mètres. Cela le plaçait au-dessus du plafond de tous les intercepteurs soviétiques et hors de portée de tous les missiles sol-air alors en service. Pendant toute la guerre froide, le SR-71 effectuait des missions de reconnaissance au-dessus de territoires interdits et revenait avec des photographies avant que quiconque au sol ne puisse réagir. Les soviétiques ont essayé. Pendant toute la durée de vie opérationnelle du SR-71, ils ont tiré plus de 4000 missiles contre lui et ils n'ont jamais réussi à l'atteindre une seule fois. L'ingénierie nécessaire pour construire quelque chose d'aussi rapide frôlait l'absurdité délibérée. L'aluminium fond à la vitesse du SR-71, donc la structure a été construite en titane. La plupart de ce titane provenait, avec une ironie considérable, de l'Union soviétique via des sociétés écrans. À vitesse de croisière, la peau chauffait à plus de 500 degrés Fahrenheit, et toute la structure s'allongeait de plusieurs centimètres. Les réservoirs de carburant étaient conçus pour fuir au sol. Ils ne devenaient étanches que lorsque le métal se dilatait en altitude. L'appareil était intentionnellement cassé, jusqu'à ce qu'il aille assez vite pour se réparer lui-même. Il est resté classé secret pendant des années. Les soviétiques savaient que quelque chose se trouvait dans leur espace aérien. Ils pouvaient suivre la signature radar suffisamment bien pour tirer dessus. Ils ne pouvaient tout simplement pas l'attraper. Ils ne pouvaient pas l'arrêter, et ne pouvaient pas non plus reconnaître publiquement qu'un appareil étranger opérait librement au-dessus de leurs installations les plus sensibles. Au moment où le programme est devenu public, il avait déjà effectué des centaines de missions. Les renseignements qu'il a recueillis ont façonné la planification stratégique américaine pendant 2 décennies. Le U-2 a prouvé que le désert pouvait cacher une arme. Le SR-71 a prouvé qu'il pouvait en cacher une, qui rendait l'ennemi impuissant pendant que cela se produisait. La révolution de la furtivité a commencé dans ce désert. Mais le désert n'a pas fait ça tout seul. Chaque avion dans cette séquence, le U-2, le SR-71, les avions qui ont suivi, a été construit par la même organisation, opérant selon les mêmes règles dans le même bâtiment. À Palmdale, en Californie,
à environ 1 heure des zones d'essai, où les produits finis ont volé pour la première fois. On l'appelle Skunk Works, la division de développement avancé de Lockheed. Kelly Johnson l'a dirigé à partir des années 1940, selon une philosophie qui n'a jamais vraiment changé. Petite équipe, secret absolu, accès direct aux installations d'essai, et des ingénieurs ayant suffisamment d'autorité pour prendre des décisions sans demander la permission. Pas de comité, pas de longue chaîne d'approbation, et aucune annonce publique. Le U-2 est passé du cahier des charges au premier vol en 8 mois. 8 mois. Le SR-71 a suivi, puis Ave Blue, puis le F-117, et enfin le F-22. Skunk Works existe toujours, c'est toujours à Palmdale, et c'est toujours classifié. Les ingénieurs qui y travaillent aujourd'hui ont été formés par des ingénieurs qui ont travaillé sur les programmes précédents. Le savoir institutionnel ne prend pas sa retraite quand les gens partent, il se transmet. Et les installations nécessaires pour tester ce qu'ils construisent actuellement se trouvent toujours dans le même désert qu'avant. Le désert fournissait le cadre géographique. Skunk Works offrait la méthode. La combinaison fonctionne sans interruption depuis 80 ans. Ce n'est plus un programme, c'est un système. Et les systèmes sont bien plus difficiles à reproduire que les bâtiments. Le démonstrateur Ave Blue de Lockheed a volé pour la première fois à Groom Lake en 1977. Puis il s'est écrasé. Le premier prototype s'est écrasé en mai 1978. Le deuxième prototype a suivi en juillet 1979. Même résultat. À ce moment-là, le programme n'avait aucun avion en état de vol, aucun concept opérationnel éprouvé, et une équipe de Skunk Works qui venait de détruire les 2 appareils d'essai. Le concept de furtivité n'avait jamais été démontré à l'échelle opérationnelle. 2 crashs en 2 ans dans un désert dont personne n'avait le droit de parler. N'importe où ailleurs, le programme se serait arrêté là. Mais l'armée de l'air a continué. Il voulait des données. Les capteurs des 2 appareils ont tout enregistré dans les secondes précédant l'impact. Ce que faisait la cellule, comment la signature radar se comportait sous contrainte, ce qui a échoué et dans quel ordre. Le F-117, qui a traversé les défenses aériennes de Bagdad en 1991, n'a pas été construit malgré ses crashs. Il a été construit grâce à eux. La Chine peut construire une installation d'essai plus rapidement que les États-Unis. Elle ne peut pas fabriquer une décennie d'échecs documentés, ni en extraire les leçons d'ingénierie. Chaque crash dans ce désert alimente les archives. Rien n'est jeté. Aucun budget de construction ne peut reproduire cet avantage. Quelques années plus tard, l'avion, qui allait devenir le F-117 Nighthawk, décollait du même lac à sécher. En 1983, l'US Air Force disposait déjà d'avions furtifs opérationnels sur le site d'essai de Tonopah, et presque personne ne le savait. Pendant des années, les équipages étaient transportés en bus vers des zones sécurisées, ne volaient presque que de nuit et opéraient dans un dispositif de secret à plusieurs niveaux. C'était tellement efficace que le Pentagone n'a officiellement reconnu le F-117 qu'en 1988. À ce moment-là, l'appareil avait déjà passé 5 ans en service actif et effectué des centaines de missions. Un escadron furtif entier existait avant même que le public ne sache que ce jet était réel. Puis vint la tempête du désert. Lors de la première nuit de la guerre, les F-117 se sont faufilés à travers l'un des réseaux de défense aérienne les plus denses au monde et ont frappé des cibles autour de Bagdad sans perdre un seul appareil sous le feu ennemi. Les opérateurs radio irakiens faisaient face à un problème qu'aucune armée ne voulait rencontrer. Ils tentaient de se défendre contre une arme dont ils ignoraient presque l'existence. C'était là le véritable avantage. Les États-Unis n'ont pas seulement développé la furtivité, ils ont gardé ce secret assez longtemps pour pouvoir la déployer. Au moment où les rivaux de l'Amérique ont compris ce qui avait été créé dans le désert du Nevada, la technologie avait déjà changé les règles du combat. Le drone Predator a également été testé ici. General Atomics a fait voler le premier en juillet 1994, depuis l'aérodrome d'El Mirage dans le Mojave. Le terrain plat à l'intérieur du vaste complexe du Nevada a rendu cela possible. Les ingénieurs avaient besoin d'un endroit pour tester les liaisons de pilotage à distance, sur des distances qu'aucun autre site ne permettait de tester en toute sécurité. En 2001, le Predator effectuait déjà des missions de combat au-dessus de l'Afghanistan. La Chine n'a déployé quoi que ce soit qu'en 2014. Cela a donné aux États-Unis plus de 20 ans de domination incontestée dans une technologie qui a depuis transformé la guerre, de l'Irak au Yémen en passant par l'Ukraine. À ce stade, le schéma est trop cohérent pour être dû à la chance. Le désert n'est pas simplement l'endroit où ces armes sont testées par hasard. C'est ce qui rend leur invention possible dès le départ. Quoi qu'il y ait à l'intérieur des nouveaux hangars de Groom Lake, cela ne ressemblera pas à sa forme finale. Le calendrier de construction peut être déterminé à partir d'images satellites commerciales, mais ce qui compte vraiment, c'est l'appareil lui-même, n'apparaît jamais. L'armée de l'air a passé des décennies à résoudre le problème de la surveillance depuis le ciel. Des voies de circulation secrètes cachent les mouvements au sol.
Les horaires de vol changent en fonction des passages des satellites. Des installations séparées laissent penser que plusieurs programmes fonctionnent côte à côte. Depuis l'espace, on peut voir la structure extérieure, mais pas ce qu'elle contient. Et c'est la limite à laquelle se heurte chaque service de renseignement étranger. Ils sont tous limités par les mêmes trois choses: l'angle, la résolution et le moment. Les informations réellement importantes n'entrent jamais dans le champ. C'est ça, la partie la plus étrange. Les pays qui ont le plus besoin de savoir ce qui est construit dans le désert du Nevada sont les moins capables de le découvrir. Ce n'est pas parce qu'ils ne cherchent pas, mais parce qu'après 86 ans de perfectionnement, le système a été conçu pour les déjouer. À l'heure actuelle, les espions étrangers n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans les hangars. Aucune idée de quand l'appareil volera, aucune idée de ce qu'il fera une fois en vol, et quand ils auront compris tout cela, il sera trop tard. L'appareil sera déjà en service et le développement sera déjà passé au projet suivant. Rien n'indique que cet écart se réduira de sitôt. La raison, c'est que le véritable avantage ne réside pas dans le matériel. C'est la somme des connaissances accumulées, transmises d'une génération d'ingénieurs à la suivante. Les personnes qui ont construit le F-117 ont contribué à façonner le B-2. Les ingénieurs derrière le B-2 ont aidé à construire le B-21. Et beaucoup des équipes qui travaillent aujourd'hui sur des programmes classifiés ont été formés par ceux qui les ont précédés. C'est le désert qui permet à cette chaîne de perdurer. Les ingénieurs passent toute leur carrière à circuler entre les mêmes quelques installations, emportant leur expérience avec eux. Les programmes restent confinés dans un espace aérien qui a résisté à l'examen extérieur pendant des décennies. Les données alimentent une infrastructure de test qui s'améliore depuis 1945, lorsque les premières pièces de fusée allemandes, V2, capturées, sont arrivées à White Sands. On peut dépenser des milliards dans de nouveaux bâtiments. Ce que vous ne pouvez pas acheter, c'est 80 ans d'expérience ininterrompue. Ce qui nous ramène au ballon espion qui a lancé cette histoire. Ce vol de reconnaissance n'était pas aléatoire. Pékin l'a envoyé pour cartographier les bases à l'intérieur du complexe. Les espions chinois ont tiré quelque chose de ce voyage, mais la Chine a aussi perdu une plateforme de capteurs. Cela a offert aux États-Unis un morceau récupéré de matériel d'espionnage à démonter en échange. Le ballon est entré dans l'espace aérien américain par les Aléoutiennes. Il a traversé l'Idaho, puis il a dérivé vers le sud à travers le Montana, juste au-dessus des silos de Minuteman III à Malmstrom. Chaque étape de l'itinéraire survolait des installations stratégiques américaines. Les Chinois avaient choisi le trajet. Ils savaient exactement où ils voulaient que les capteurs écoutent. Le département d'État a confirmé plus tard que le ballon faisait partie d'une flotte chinoise plus large. Une flotte qui a survolé plus de 40 pays sur 5 continents. Washington avait mis hors ligne des émetteurs sensibles sur les bases situées sous la trajectoire du ballon. Ce geste à lui seul montrait à quel point les États-Unis prennent au sérieux le fait que Pékin cherche à regarder à l'intérieur. Les passages de satellites qui balaient le désert chaque jour sont des tentatives pour voir ce qui n'est pas censé être vu. L'espace aérien restreint qui s'étend, les voies de circulation couvertes, le nouveau hangar à Papouze, chacun est une réponse à cette pression. L'armée de l'air ne protège pas seulement les secrets existants, elle les rend plus difficiles d'accès. Le secret protège les programmes, et les programmes justifient le secret. Ce cycle s'auto-alimente. Le sud-ouest américain est peut-être la plus grande concentration de travail invisible de l'histoire des États-Unis. Depuis des générations, des dizaines de milliers de travailleurs ont passé toute leur carrière sur des programmes dont ils ne pouvaient jamais parler. Des avions qui ont changé la guerre ont été construits par des personnes dont les noms n'ont jamais figuré dans les gros titres, et ne le feront probablement jamais. Les avantages militaires qui ont défini le siècle américain ont été créés par cette main-d'œuvre. La prochaine grande guerre pourrait se décider dans ses premiers jours. La supériorité aérienne déterminera tout ce qui suivra. Les avions qui comptent le plus ne sont peut-être pas ceux que le public connaît aujourd'hui. Ce sont peut-être ceux qui se trouvent dans des hangars que l'armée de l'air refuse encore de reconnaître. Les États-Unis n'ont pas déployé de nouveaux chasseurs de supériorité aérienne pilotés depuis plus de 10 ans. Le programme Next Generation Air Dominance est censé changer cela. Des rapports datant de 2020 suggèrent qu'un prototype a déjà volé en secret, depuis quelque part, à l'intérieur du complexe du Nevada. D'autres pays peuvent acheter des chasseurs de pointe. L'Arabie Saoudite l'a fait. Les Émirats Arabes Unis l'ont fait. La Corée du Sud l'a fait. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est créer une toute nouvelle catégorie d'armes, avant que quiconque ne sache que cette catégorie existe. Nulle part ailleurs on ne retrouve la même géographie, la même base industrielle, le même savoir-faire institutionnel, et le même espace aérien protégé. Un satellite passe au-dessus. Il capture un lit de lac asséché, quelques hangars, une piste, un espace aérien restreint. L'image semble banale, et l'analyste qui l'examine ne trouve rien. C'est précisément le but. Le même système qui a dissimulé des avions révolutionnaires pendant la guerre froide fonctionne toujours aujourd'hui. Le budget classifié de l'US Air Force dépasse désormais 30 milliards de dollars par an. Une grande partie de cet argent disparaît dans ce désert,
finançant des installations, des programmes et des avions qui restent hors de la vue du public. Et c'est là la véritable leçon. La chose la plus précieuse dans le désert du Nevada n'a jamais été les avions. C'est la capacité de les construire en secret. Au moment où un programme est révélé, le suivant vole déjà derrière une autre couche de sécurité. C'est comme ça depuis plus de 86 ans. Et si cela fonctionne toujours, alors l'avenir de la puissance aérienne n'est probablement pas quelque chose que nous avons déjà vu. Mais c'est quelque chose qui nous a déjà vus. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications, ça fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.